Marie Montpetit, une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Troisième journée de grève aujourd'hui. Plus de 600 000 Québécois qui manifestent dans les rues du Québec. Le gouvernement a annoncé la nomination d'un conciliateur pour discuter aux tables centrales du Front commun, pas de la Fédération autonome des enseignants, mais au niveau du Front commun, pour essayer d'assouplir les discussions, les faciliter. Est-ce que ça va réellement faire une différence? Comment ça fonctionne? On en discute avec Claude Gravel, qui est avocat spécialisé en droit du travail. Bonjour, M. Gravel. Bonjour, Mme Montpetit. J'aimerais que vous nous expliquiez, parce qu'on a parlé beaucoup de, il y a un conciliateur, il peut y avoir un médiateur, il peut y avoir un arbitre. La ministre Lebel a dit que le conciliateur peut pas vraiment parler des questions salariales, des questions des rentes. J'aimerais que vous nous aidiez à démêler un petit peu tout ça, puis quelle différence le conciliateur peut venir faire sur les tables de négociation, parce que là, on a des partis qui ont l'air un peu campés, chacun sur leur position avec un fossé énorme, et tout le monde est un petit peu concerné par ces différentes grèves-là dans le réseau de l'éducation, le réseau de la santé aussi. Et on espère tous que ça va se régler rapidement. Est-ce qu'il y a de l'espoir de ce côté-là avec un conciliateur? Justement, est-ce que ça va venir réellement aider? En fait, peut-être juste qu'on remonte dans le temps. Le conciliateur, là, c'est une méthode alternative de résolution des conflits. Puis au Québec, on voit les premiers jalons du processus de conciliation ou de médiation, là, poindre à l'horizon au début des années 90. Alors, il faut comprendre là, que c'est quelque chose qui existe depuis à peu près une trentaine d'années et pour lesquels, par exemple, la Cour supérieure du Québec, ce qu'on appelle la conférence de règlement à l'amiable, c'est un juge qui agit comme médiateur ou conciliateur. Puis pour les fins de vos auditeurs, auditrices, il faut comprendre que médiation, conciliation, on est dans l'univers de la même famille. Alors, ça, c'est pour un. Deuxièmement, de manière plus contemporaine, le conciliateur, c'est essentiellement une personne qui vient aider deux parties qui sont prises dans un litige. Ici, là, dans le fond, il y a un processus de négociation qui est dans une impasse, qui vient les aider à dénouer les différents enjeux auxquels ils sont ou elles sont exposés. Donc, ici en présence, il y a des enjeux de nature salariaux, régime de retraite, conditions de travail, donc de tous ordres. Et le conciliateur a pour mandat d'essayer de rapprocher les parties pour les amener à s'entendre. Alors, c'est ça le processus de conciliation-là. En peu de mots, le processus, il est volontaire. En d'autres termes, quand le conciliateur convoque, les parties ont l'obligation de participer à la vie de convocation, mais une fois qu'elles s'en sont engagées dans le processus, l'une ou l'autre peut s'en retirer. Ceci étant dit, si l'une des parties se retire d'un processus de conciliation, elle pourrait être taxée de négocier de mauvaise foi ou d'agir de telle manière que le processus mis en place, elle ne veut pas jouer le jeu, dit autrement. Qu'est-ce que ça a comme conséquence d'être taxé de négocier de mauvaise foi? Parce qu'on a entendu, entre autres, le ministre de l'Éducation, il y a 2 jours, qui a fait un point de presse puis qui, justement, appelait les syndicats à négocier de bonne foi. Est-ce que ce sont seulement des mots ou ça a des répercussions au niveau du droit du travail? En fait, ce ne sont pas juste des mots. C'est une obligation fondamentale dans notre régime de droit. Négocier de bonne foi, ça se retrouve dans toutes les sphères de l'activité. Maintenant, en matière de droit du travail, une partie qui négocie de mauvaise foi est susceptible de faire l'objet d'une plainte pour avoir agi de mauvaise foi devant le tribunal administratif du travail. Et naturellement, celui ou celle qui allègue que l'autre partie est de mauvaise foi a le fardeau de la preuve. Et le tribunal administratif du travail, au terme d'un processus contradictoire, donc au terme d'un procès, pourrait déterminer qu'une partie a agi de mauvaise foi. Puis, peut-être pour le bénéfice de vos auditeurs, il faut rappeler que certains employeurs ont été taxés et reconnus par le TAT d'avoir négocié de mauvaise foi. Et le gouvernement du Québec fait partie également, dans certains dossiers, comme étant une partie qui a déjà négocié de mauvaise foi. Donc, si au niveau justement des tables de négociation, disons que là, la grève du Front commun se termine. Ils ont eu 3 jours. Je pense qu'ils ont indiqué qu'ils laisseraient le temps au conciliateur de faire son travail. Admettons que dans un scénario, dans quelques jours, 5, 6, une semaine, ils se rendent compte que le fossé continue de se creuser ou à tout le moins, ils se rapetissent pas et décident, parce qu'ils ont ces mandats-là, d'aller vers une grève générale illimitée. Donc, disent, on se retire
sortir du processus de conciliation, c'est à ce moment-là, dans le fond, que le gouvernement aurait le fardeau de démontrer qu'il négocie de mauvaise foi? Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Négocier de mauvaise foi, ça veut dire c'est de prendre des tactiques douteuses, tromper la bonne foi de l'autre, bon, le mensonge, leurrer une partie. Ici, là, dans le fond, si on imagine pendant un instant que après les démarches du conciliateur, puis on comprend que les démarches sont confidentielles, le conciliateur ne peut pas être contraint à venir témoigner devant un tribunal pour venir expliquer qu'est-ce qui s'est dit entre les parties. Donc, c'est un processus confidentiel. Dans le fond, le conciliateur il peut soit constater l'impasse. Il pourrait aussi, si les parties le lui demandent, de développer ce qu'on appelle une hypothèse de règlement. En d'autres termes, le conciliateur, après avoir entendu l'une ou l'autre des parties, pourrait, dans la mesure où chacune des parties est consentante, élaborer une hypothèse qui, lui, en fait, cette hypothèse-là, c'est en quelque sorte la solution que le conciliateur voit aux différends dans lequel il est impliqué. Il est peu probable qu'avec le gouvernement du Québec, là, pour différentes raisons, qu'on se retrouve dans cet univers-là. Donc, à terme, s'il y a une impasse et que le conflit persiste, et à moins d'un dénouement, la dernière carte qui resterait au gouvernement, c'est une carte législative. En d'autres termes, d'adopter une loi spéciale qui forcerait, d'une part, le retour au travail, mais qui viendrait également déterminer les conditions de travail à venir des personnes qui sont présentement en conflit de travail. Pourquoi vous dites, M. Gravel, que c'est peu probable dans le contexte que le conciliateur arrive à une hypothèse d'entente? Est-ce que c'est pas le mandat, justement, qui lui est donné de faire une... Je comprends qu'il n'a pas un pouvoir il peut pas imposer quoi que ce soit, mais est-ce qu'il peut recommander quelque chose? En fait, pour qu'il fasse une recommandation, il faut que les deux parties soient d'accord. De manière historique, le gouvernement du Québec a toujours été assez frileux de laisser entre les mains d'un tiers le soin de déterminer la solution, je vais vous dire comme ça. Donc, a toujours préféré déterminer lui-même quelles seraient là ou les solutions face à une problématique. J'écoutais tout à l'heure là, votre invité parler de régime de retraite. Alors, des exemples où le gouvernement aime peu ou pas qu'un tiers détermine la solution sont nombreux. Donc, c'est un peu le privilège de l'État de pouvoir déterminer ce qu'il estime être dans l'intérêt public et de déterminer, au terme d'une négociation ou tout ce qui est voué à l'échec ou qui est voué à l'impasse, pour différentes raisons. Là, je vise pas plus le gouvernement que les partis syndicales. Essentiellement, prendre comme position que le conflit a assez duré, que la population a assez souffert, puis qu'on intervient par voie législative pour mettre un terme à tout ça. Donc, c'est une stratégie d'accepter de faire une conciliation. Ça fait partie du processus. Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais est-ce que je comprends, c'est qu'il y a peu d'espoir que l'issue soit autre chose qu'une impasse? Je suis pas d'accord. Il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent influencer le gouvernement dans ses actions. Et les syndicats également dans les leurs. On comprend que depuis les dernières semaines, là, récemment, puis votre commentateur qui me précédait parlait là, de tout l'aspect du fait qu'une équipe de la Ligue nationale de hockey vienne jouer à Québec. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, on sent que le gouvernement est un peu plus dans la mélasse, là, que son leadership est contesté, et ça donne l'impression que du côté syndical, on a davantage le vent dans les voiles. Est-ce que ces facteurs-là, qui sont des facteurs externes, vont contribuer à amener davantage le gouvernement à faire preuve d'ouverture d'un côté, puis à se rapprocher de la partie syndicale et vice-versa? Ça, ce sont des facteurs externes. Mais il faut comprendre que les enjeux actuels, que ce soit au niveau salarial, que ce soit au niveau des conditions de travail, que ce soit au niveau de la pénurie de main-d'œuvre qui heurte de plein fouet les grands piliers de la démocratie que sont la justice, l'éducation puis la santé, on est dans une situation, ça représente du jamais vu pour plusieurs. Et il faut faire preuve de créativité pour être capable de mieux affronter notre présent à partir d'aujourd'hui et le futur qui s'en vient également. Claude Gravel, je rappelle, vous êtes avocat spécialisé en droit du travail. Merci beaucoup pour l'éclairage que vous nous amenez sur la situation. Ça me fait plaisir, Mme Montpetit. Bonne